Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Il n'y a plus personne dans la salle d'attente, donc je commence. Et puis s'il y en a qui arrivent en cours de route, ils prendront en marche ce webinaire. Donc on vous propose aujourd'hui d'avancer sur la question de la transition climatique et notamment des résistances qui sont présentes et qui s'expriment quand on met en place des chemins de transition. Et donc oui, quand il s'agit de changer, de transformer nos actions, on fait souvent face à ces résistances. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut accueillir et dépasser ces résistances pour faciliter l'action et avoir des changements durables. Pour ça, on a convié trois personnes. Anne Gaëlle, qui est chargée de mission bioéconomie et services environnementaux à TRAM. Mathilde, qui est responsable environnement à la coopération agricole, et qui vont toutes deux nous parler du projet Place, donc un projet sur l'amplification des actions en faveur du climat et des écosystèmes, dont Anne Gaëlle nous parlera un peu plus juste après. Et Alexis Claudel, qui est chargé de mission transition humaine et organisationnelle, qui nous parlera un peu plus spécifiquement de l'accompagnement au changement et de ce côté résistance, comment on fait quand on y fait face, comment on fait pour avancer sur ces questions-là et surtout en tant qu'animateur, conseiller, accompagnateur, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces résistances. Donc ma première question est adressée à Anne Gaëlle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le projet Place et euh, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui a été mis en place et dans quel but a été créé ce projet? Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc le projet PLACE, PLACE, ça veut dire pour l'amplification des actions des agriculteurs en faveur du climat et des écosystèmes. Donc en fait, c'est un projet qui a été mis en place au niveau national entre des ONVAR. Donc les ONVAR, ce sont des organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Vous pouvez, par exemple, retrouver dedans, en plus de TRAM, Terre de Liens, la FNAB, la FNCUMA, la coopération agricole. Je ne vais pas tous vous les citer. Et en fait, on a eu un projet d'à peu près 2 ans qui avait en fait pour ambition d'amplifier l'action en faveur de l'atténuation du changement climatique et envisager comment l'action des collectifs d'agriculteurs pouvait permettre de porter ces actions à grande échelle. Donc d'essayer vraiment de massifier au plus grand nombre. Et donc pour ça, on va dire qu'on avait trois actions principales en dehors du pilotage classique de projet, hein. Ça a été de faire un état de l'art des outils et démarches qui existent aujourd'hui à destination des acteurs du monde agricole. Je dis acteurs parce qu'il y a aussi les collectivités, par exemple, et conseillers qui sont concernés. Donc voilà, essayer de voir un petit peu tous les outils et démarches qui existent sur cette thématique de la sensibilisation au changement climatique. Puis après, l'idée, ça a été qu'on collectivement, on teste en situation réelle, donc c'est-à-dire sur le terrain avec des groupes, certains de ces outils pour essayer de capitaliser et de proposer des pistes d'amélioration pour voilà, une meilleure prise en main et une massification des plans d'action qui pourraient être mis en place par ces différents acteurs du territoire. Voilà rapidement. J'espère que c'était clair. Oui, merci, c'était clair. Euh, Il y a du coup Mathilde qui a aussi participé à ce projet. Est-ce que Mathilde, tu peux nous dire comment ça s'est traduit à la coopération agricole, ce projet, et quelles actions vous avez menées euh, dans le cadre de ce projet? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, juste en petit,
Petit complément, je ne travaille pas à la coopération agricole au niveau national, mais dans sa fédération interrégionale du Grand Ouest. Donc moi, je suis sur des territoires de Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Comme Algaï l'a dit, on a participé à ce projet Place et nous, donc on travaille, on a la Fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires, qui sont des entreprises avec un statut un petit peu particulier et un fonctionnement de gouvernance un peu particulier, avec d'un côté une direction et de l'autre un conseil d'administration composé d'élus, d'associés coopérateurs. Donc c'est en premier lieu des agriculteurs et agricultrices. Et nous, dans notre vision de ce modèle et de ce statut coopératif, on sait et on sent que c'est le conseil d'administration qui a quand même qui permet l'impulsion de nouveaux projets, de nouvelles visions stratégiques et politiques. Et dans le cadre du changement climatique et de la prise en compte de ces enjeux carbone, il était impératif que ce soit aussi les conseils d'administration qui mettent en place des choses pour répondre aux enjeux. Et du coup, nous, grâce au projet Place, on a pu, comme a dit Anne-Gaëlle, faire déjà un premier état de l'art de qu'est-ce qui était disponible et ensuite trouver et du moins créer l'outil adéquat pour répondre à ces enjeux de changement climatique en allant discuter avec les conseils d'administration, donc avec des agriculteurs et agricultrices qui doivent avoir cette casquette de gestionnaire de toute l'entreprise coopérative pour pouvoir mettre en place des stratégies pour répondre aux enjeux et finalement prendre dans leur vision politique aussi tous ces enjeux très importants. Voilà comment on a utilisé ce projet-là de notre côté. Merci. Anne-Gaëlle, est-ce que tu peux aussi euh, revenir sur les actions qui ont été mises en place chez Tram grâce à ce projet et voilà, est-ce que dans ces actions, vous avez commencé à voir apparaître, enfin, vous avez fait face à ces résistances, à des problématiques de terrain? Oui, alors nous, effectivement, comme LCA, on était plutôt dans une approche démarche globale et pas forcément l'utilisation d'un seul outil. Et en fait, notre accompagnement, enfin, dans les trois groupes qu'on a accompagnés, notre accompagnement était divisé, on va dire, en trois mêmes parties, avec toujours une première partie initiale de prise de conscience. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Donc pour ça, on a utilisé l'outil de la fresque du climat, par exemple. Mais finalement, on a voulu aller plus loin parce que la fresque du climat, bon, bah, ça permet de... Voilà, on a une prise de conscience, mais après, le but était quand même d'avoir une réflexion stratégique de groupe en disant, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on sait ce qui se passe. Et moi, en tant qu'agriculteur, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour m'accompagner? Donc, effectivement, il y a des outils, par exemple, de projection climatique qui existent et qui permettent de se projeter enfin, dans 25 ans sur mon exploitation, je devrais avoir ces conditions climatiques et finalement ces outils de projection permettent de réfléchir au mieux, au plus juste en tout cas, des leviers ou des actions à mettre en place sur son exploitation. Et ensuite, il y avait une troisième étape qui était vraiment d'identifier, bah, voilà, identifier les leviers d'action qui existent aujourd'hui et finalement, comment on peut s'y prendre là, nous, le groupe, et nous individuellement dans ce groupe. Voilà pour les trois principales étapes. Après, effectivement, en termes de résistance, alors je ne sais pas si c'est une résistance, mais la première question qu'on a eue, c'est bon, bah, là, dans le cadre du projet, on propose 2 jours d'accompagnement, tout frais pris en charge par le projet. On se déplace, on va chez les gens et finalement, on a quand même eu des difficultés à trouver des groupes, des agriculteurs et agricultrices qui étaient disponibles, en tout cas à ce moment-là. Donc pour moi, je sais, voilà, je sais pas si c'est une première étape de résistance, mais en tout cas, je me suis dit, bah tiens, c'est pas, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est le non-accès à l'accompagnement qui peut être un premier frein, puisque là, c'était dans un contexte où on avait... enfin voilà, ils n'avaient pas, entre guillemets, fallait qu'ils nous fournissent un café et tout le reste était pris en charge pour le groupe. Donc voilà, ça a été une première
un premier étonnement pour nous. Et puis, oui, bah, effectivement, après, bah, effectivement, dans le cadre du projet, c'était faire de la sensibilisation, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, effectivement, la sensibilisation, c'est une étape importante et primordiale pour tous, mais ça doit être intégré dans un parcours d'accompagnement pour permettre la montée en compétences nécessaire au passage à l'action. Et que de juste s'arrêter, entre guillemets, à la sensibilisation ne permet pas le passage à l'action. Il y a voilà, une nécessité quand même d'aller un peu plus loin, d'avoir une entrée un peu technique, d'identifier des leviers et de permettre de se projeter pour après avoir un accompagnement. Voilà, dans les principales lignes. Merci Anne-Gaëlle. Mathilde, est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'évoque, ce qu'explique Anne-Gaëlle? Est-ce que vous avez fait face à la même chose de votre côté? Ouais, c'est très, ça fait écho à ce qu'on a pu vivre aussi nous de notre côté, parce que avant, donc l'outil qu'on a créé à la fin, c'est une formation, journée d'accompagnement des conseils d'administration de coopératives. Mais avant d'aboutir à cet outil-là, on a eu beaucoup de phases de tests en testant ce qui était déjà, ce qui existait déjà. Donc certaines formations, certaines animations de groupe et notamment la fresque du climat, où on se rendait compte qu'en fait, c'était un outil qui est très bien pour la société civile, pour une prise en compte. Mais quand on n'arrive pas face à des agriculteurs qui vont se retrouver devant une forêt super obscure quand il s'agit de traiter des enjeux du carbone, c'était pas suffisant. Parce que ce n'était pas assez ciblé et ce n'était pas assez concret pour eux. Ils en sortaient en disant bah super, mais arrêtez de prendre ma voiture pour aller au travail. En fait, ça ne va pas changer ma conception de la coopérative et quels vont être réellement les enjeux auxquels je vais devoir faire face dans les années qui viennent. Donc, si les premières résistances en fait peuvent être un peu levées, je pense aussi, si on arrive avec un outil qu'on leur dit 100% à destination du public, donc vraiment bien ciblé pour le public et surtout concret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'autant plus dans des enjeux climatiques où en fait c'est le brouillard total, si on arrive avec des choses à peu près sans vraiment réussir à établir une feuille de route avec eux, un accompagnement réel, des leviers, comme le disait Anne-Gaëlle, techniques qu'on peut mettre en avant, c'est à eux de les choisir après. C'est pas, nous, on connaît pas leur ferme, on connaît pas leur entreprise, mais pour autant, on peut quand même leur faire donner les différents ingrédients et à eux ensuite de faire la recette. Ça, c'était pour le côté outils. Et de l'autre côté, ce que dit Anne Gaëlle aussi, c'est les gens ne viennent pas alors qu'ils ont un petit peu tout clé en main. En fait, ils viennent pas alors que c'est gratuit. Ben nous, on a la même chose aujourd'hui. On a une formation qu'on a du coup détaillée avec des conseils d'administration pour des conseils d'administration. Et on se rend compte qu'on l'a pas encore beaucoup faite, alors qu'elle est financée enfin pour les mots un peu barbares, par Vivea. Donc finalement, ça ne coûte rien directement à la coopérative et à l'agriculteur si les demandes de financement sont faites à temps. Et pourtant, on n'a pas tant de demandes que ça. Et nous, on voit côté coopération agricole Grand Ouest, on voit deux réponses à ça. C'est que on a des COP qui nous disent de toute manière, la question du climat, on l'a déjà traité, on n'a pas besoin de vous. Ce qui, dans les faits, c'est se cacher un petit peu derrière son petit doigt, parce que quand on a fait un diagnostic carbone, mais qu'ensuite on n'a pas fait de plan d'action, on n'a pas fait grand-chose, à part une photo à l'instant T. Ou d'autres qui ont tellement peur de cette sortie de zone de confort, qui se disent, bah, c'est pas pour nous parce qu'on n'est pas assez avancé. Donc, c'est une théorie qui est un petit peu fumeuse pour l'instant et qu'on garde nous au sein de notre réseau, mais c'est se dire en fait, la première marche, c'est même pas la sensibilisation, c'est l'importance de la sensibilisation à la sensibilisation. Se dire en fait, non, nous on est là pour vous accompagner et vous montrer que le premier pas, c'est mettre des bases pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit. Et les bases, ça peut être justement faire un bilan carbone, c'est qu'une photo à l'instant T. Et ça ne veut pas dire rentrer en action pour prendre en compte les enjeux climatiques et le changement. Donc moi, c'était ces deux leviers, enfin, ces deux résistances-là qu'on avait. Le côté avoir un outil ciblé pour finalement pouvoir rentrer dans notre côté les coopératives, mais pouvoir vraiment discuter avec des gens techniques.
Et de l'autre côté, c'est se dire, en fait, avoir cette pré-accompagnement, cette pré-sensibilisation en disant ce que vous pensez, en fait, on est très loin de la réalité en termes de chiffres, en termes de connaissances communes et surtout en termes de discours alarmants. En fait, c'est vraiment un changement de système qui va vous arriver et ça, c'est très dur à entendre, mais on peut se mettre complètement à leur place et vraiment sortir de sa zone de confort et repenser tout son système d'exploitation ou côté coopératif de fonctionnement d'entreprise. Merci Mathilde. Je passe la parole à Alexis. Est-ce que tu peux rebondir sur les différentes euh, résistances qui ont été évoquées? Et je rappelle aussi qu'Anne Gaëlle avait parlé de l'aspect parcours qui me semble intéressant à, à aborder. Donc, voilà, peut-être. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement dans les entreprises, pas que agricoles. Et donc, j'ai vu apparaître ces questions de résistance pratiquement à chaque fois. Enfin, c'est un incontournable. Alors, il y a plein de choses super intéressantes qui ont été dites. Moi, je voudrais faire peut-être un petit pas de côté pour peut-être rappeler euh, ce qu'on appelle les résistances ou comment on peut les considérer. En fait, le, le- la résistance, ce qu'on appelle généralement la résistance au changement, bah, c'est tout ce qui fait que quelqu'un, face à une invitation à changer, là, la nature, le climat nous invite à bouger des choses, bah, résiste à cette invitation et ne change pas forcément. En fait, ce qui est intéressant à considérer, c'est que ce schéma-là, ce fonctionnement-là, il correspond à un besoin tout à fait légitime, tout à fait naturel. C'est comme une réponse au stress. Le corps réagit et voilà. Et donc, à l'intérieur de nous, il y a des parts différentes qui se mobilisent. Alors, il y a des parts qui sont tout à fait d'accord pour se dire, bah oui, effectivement, ça va pas, faut bouger. Et puis, il y a des parts qui ont peur, il y a des parts qui s'inquiètent, il y a des parts qui voudraient bien avoir des garanties. Est-ce qu'on me garantit que ça va marcher? Et puis, comment je m'y prends? Et puis, c'est quoi les solutions? Et voilà, il y a tout un discours intérieur qui se met en place et qui fait que tant qu'on n'est pas complètement sûr que c'est safe pour nous d'y aller, ben, on n'y va pas. C'est comme on fait tout ça, hein. Quand on est sur l'autoroute et qu'il y a du brouillard, ben, on ralentit, voire on s'arrête si c'est la tempête, parce que c'est trop dangereux de continuer à foncer dans l'inconnu. Donc, les, les- les résistances, elles sont d'abord à accueillir, à entendre dans ces termes-là, à accueillir, de voir que tiens, il y a quelque chose qui fait que pour la personne, c'est pas clair pour avancer et qu'effectivement, comme ça a été dit, et comme on l'a vu avec des projets comme Place, on a beau mettre des moyens, tout offrir, on a des solutions, on a de la sensibilisation, on voit bien le problème, voilà, on offre du temps, etc. Et ça bouge pas. Bah oui, parce que bah, pour l'instant, c'est encore trop difficile. Alors, ce qui est intéressant, Mathilde disait aussi, c'est comment on fait pour mettre d'accord les gens. Là aussi, il y a une question le collectif est vachement important parce que ça permet bah, d'échanger, de voir qu'on n'a pas tous le même point de vue déjà, ça c'est super enrichissant. Ça permet de lever euh, enfin, d'éclairer quelques réalités, c'est que moi, je vois les choses d'une façon et j'ai raison de les voir comme ça, mais mon voisin, il voit les choses d'une autre façon et peut-être qu'il a raison aussi. C'est pas l'un contre l'autre, c'est voilà, on a des points de vue, des situations différentes. Et puis, c'est effectivement, je vais pouvoir changer ou je vais pouvoir aussi accepter le conseil qu'on est prêt à me donner ou l'accompagnement qu'on est prêt à me donner quand je me sens accueilli, non jugé si j'ai peur qu'on me prenne pour un con, qu'on m'explique que j'ai rien compris, que je me trompe, que bah no way, moi j'ai pas envie d'aller là-dedans. Par contre, si on vient vers moi en me tendant la main avec bienveillance, en disant bah voilà, on comprend, vous avez vos logiques, on va regarder ensemble ce qui est bon pour vous, comment on peut faire, comment on peut accompagner, comment on peut peut-être petit à petit vous donner les clés pour que vous choisissiez l'itinéraire qui vous convient. Ça, c'est super intéressant. On a
Là, on est sur un accompagnement plus soft et qui pourrait avoir des choses supplémentaires de marché. Alors, je dis pourrait, je remets du conditionnel parce que un truc aussi que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réponse miracle, en fait, il faudrait un conseiller, enfin, et une stratégie de conseil différente pour chaque agriculteur. Alors, j'exagère, on est bien obligé de rationaliser et de déterminer des itinéraires, mais tout comme les itinéraires techniques doivent être adaptés, les itinéraires d'accompagnement doivent l'être aussi. Et il y a besoin vraiment de se mettre à l'écoute de chacun et d'accompagner sans réinventer l'eau chaude à chaque fois, mais en étant très proche du besoin individuel de l'agriculteur ou le besoin collectif du collectif qu'on accompagne. Ça, c'est fondamental parce que sinon, si la forme de notre accompagnement est pas bonne, ça va renforcer les résistances. Voilà, alors ça reste toujours difficile, hein. Moi, j'ai pas de solution miracle. À chaque fois qu'on intervient avec Tram, ben, on remet l'ouvrage sur le métier, à se dire, bon, comment on fait, comment on adapte, comment on crée une solution qui soit la mieux adaptée possible pour faire cet accompagnement. Et jamais on est sûr de réussir. On tâtonne, on fait de notre mieux comme un médecin face à son patient, fait de son mieux pour faire le bon diagnostic et pour faire les bonnes prescriptions. Mais voilà. Euh, et puis peut-être le dernier truc, c'est voilà, c'est d'abord de l'écoute, de la présence avant que ce soit des conseils techniques. Il faut de la technique, il faut des conseils. Comme l'a dit Mathilde, il faut que ce soit très concret, il faut que ce soit très pratico-pratique. Ça, c'est indispensable. Et en même temps que tout ça, c'est de l'humain, donc c'est une question de personne à personne, c'est une question de cœur, c'est une question de regard, c'est une question de présence. Et d'être déjà présent avec eux et de leur faire sentir qu'on est de leur côté, c'est déjà énorme. Et là, c'est une clé. Alors, c'est pas la plus facile hein, à mettre en place, ça a l'air tout con comme ça, mais voilà, être bien centré, bienveillant, etc., c'est pas, ça nous engage, c'est un vrai effort. Mais il me semble que c'est plutôt dans cette voie-là que se trouveraient un peu les choses positives et favorables. Anne-Gaëlle et Mathilde, par rapport à ce qu'évoque Alexis de la singularité des accompagnements, et est-ce que vous avez eu à modifier enfin, vu des différences à chaque groupe, puis à modifier votre manière d'agir pour vous adapter justement à ces différences? Je peux y aller. Vas-y, Mathilde, si tu veux, hein. Oui, bien sûr. Et nous, c'est le côté, donc, comme je vous ai dit, notre outil, on l'utilise auprès de conseils d'administration de coopératives. Et en fait, une coopérative va avoir différentes filières, va être spécialisée ou non. Donc, quand on intervient dans une coopérative de maraîchage ou de légumier, on va pas avoir le même discours que dans une coopérative laitière. Donc, c'est vraiment adapté à des types de personnalités et d'autant plus, et je rajouterais même, on a un contexte un peu territorial, nous, avec notre fédération, c'est que si je vais aller discuter avec des laitiers de la Manche, ça va pas être la même chose que si je vais chez des légumiers de Pays de Loire. Parce que leur manière de réfléchir, leur manière d'appréhender la filière ne va pas être les mêmes. Donc, pour les laitiers de la Manche, je vais devoir beaucoup plus, moi, me barricader et réaxer à chaque fois le débat en disant bah non, vous parlez voiture électrique, voiture thermique, en fait on n'est pas là pour ça. Et toujours les ramener vers le sujet. Alors que les légumiers, de ce que j'ai pu voir en tout cas, ils étaient déjà beaucoup plus dans la proactivité, en ayant réfléchi à des choses, en ayant testé de l'innovation. Donc il y a aussi cette différence de public qu'il faut, enfin, comme l'a dit Alexis, vraiment prendre en compte. Et ce que je voulais rajouter, et je pense que Anne-Gaëlle pourra aussi confirmer ça, mais c'est le côté, quand on arrive, il y a aussi nous, notre posture en tant que conseiller et animateur, animatrice. Et dans le cas je vois que dans l'audience, là, il y a beaucoup de femmes. Quand on arrive en tant que jeune femme devant un conseil d'administration ou certains agriculteurs,
c'est pas toujours facile de se faire entendre. Qu'est-ce qu'elle va encore me dire, celle-là, sur ces contraintes climatiques et environnementales? Laissez-moi produire. C'est peut-être réducteur comme schéma, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc, il nous faut en fait beaucoup d'outils derrière et de légitimité à dire. Donc, en fait, moi, quand j'arrive devant un CA, je leur dis tout de suite, je me présente en disant, moi, je ne suis pas experte du GIEC, mais ça, c'est scientifique et c'est non discutable. Je ne suis pas experte du CTIFL en question légumière, mais je connais certains leviers. Moi, je suis experte du statut coopératif et de votre puissance que vous pouvez avoir avec vos outils. Donc, c'est bien aussi se replacer dans la responsabilité de chacun et réussir à réaxer le débat. Ce qui est très difficile, et quand on intervient face à un collectif, moi, je le fais au niveau d'une journée, je dors très rapidement le soir, parce que c'est très énergivore aussi. Voilà ce que je peux dire, moi, de ce que j'ai pu vivre. Merci. Est-ce que Anne-Gaëlle, tu veux... Oui, oui, oui. Nous, l'adaptation, déjà, la première étape, ça a été le format d'accompagnement, puisque dans les 3 accompagnements qu'on a fait, on en a eu un où c'était 2 jours en full présentiel, immersion en maraîchage, en Corse, carrément sur l'exploitation des personnes avec qui on était, des agricultrices. Et on a une autre où c'était plutôt de la visio pendant des créneaux de 2-3 heures. Et enfin, la dernière, c'était sur un bassin versant pendant une journée. Donc là, déjà, ça a été comment j'adapte mon programme, comment j'adapte ma démarche au format et essayer de rendre ça le plus attractif et intéressant possible pour les participants. Donc pour moi, enfin, la première adaptation, ça a été ça, déjà le format. La deuxième, ça reprend ce que dit Alexis et Mathilde, hein, c'est effectivement le public qu'on a en face, la production. Effectivement, nous, on a eu une zone où c'était de l'espace test en maraîchage, donc des jeunes agricultrices, enfin non, elles n'étaient pas encore GIA en fait, elles étaient vraiment en espace test agricole, donc un public déjà sensibilisé, en partie motivé, enfin voilà, qui avait envie. À contrario, on a eu une zone en bassin versant. Donc, bassin versant implique des obligations pour les agriculteurs qui y sont présents. Et donc, eux, c'était plutôt de la polyculture élevage avec des agriculteurs un peu, entre guillemets, obligés de mettre en place certains leviers. Et c'est comment finalement tu arrives à... On leur explique ce qui se passe et comment tu arrives à leur dire, mais vous avez cette chance en fait d'être obligé, entre guillemets, de mettre en place des choses, saisissez ça plutôt comme une autre opportunité plutôt qu'une contrainte et essayez voilà, de prendre vraiment ça comme du plus, de se retrouver dans cette zone où vous devez faire attention à l'eau, vous devez faire attention au sol sur lequel vous travaillez. Et voilà, enfin, ça a été aussi une des adaptations et je rejoins Mathilde dans le discours en fait et dans l'approche qu'on a. Nous aussi, enfin, je veux dire, nous, on n'est pas expert levier, levier maraîchage, expert levier en élevage, en alimentation animale. Nous, on arrive avec de la méthodo. Comme dit Mathilde, on a des faits scientifiques qui sont pas contestables. Enfin, voilà, on a de la donnée et on se repose beaucoup sur la force du groupe. Dans le sens où, effectivement, moi, j'ai pas les leviers pour demain, mais en fait, quand on a un groupe de 10 personnes, de 10 agriculteurs, il y en a forcément un qui a testé quelque chose et qui peut partager avec les autres. Et je me rends compte qu'en fait, finalement, on leur évoque, on leur énumère les grandes familles de leviers à mettre en place hein, pour avoir soit de l'atténuation, soit de l'adaptation au changement climatique. Mais finalement, ce qui les marque le plus et où ils sont un peu plus vivants dans les échanges, c'est quand ils vont faire du partage entre eux. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de mettre ça en place, moi, j'ai essayé de faire ça, même si ça n'a pas marché, c'est OK, en fait, c'est juste, voilà, j'ai essayé et qu'est-ce qu'on en discute, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information et comment on travaille ensemble. Voilà, puis après, Et, je partage ce qu'a dit Mathilde sur les autres points. et côté aussi, par expérience, en fait, on se rend compte qu'au sein du groupe, il n'y a pas que des réfractaires à ce qu'on va faire et il n'y a pas que des alliés. Et du coup, il est important, je pense, au début, quand on se présente aussi, que eux, autour de vous, eux et elles autour de vous, se présentent pour commencer à identifier, en fait, qui va être autour de la table un potentiel allié ou un potentiel fouteur, enfin, pardon, metteur de troubles.
et en fait réussir à les canaliser comme ça. Parce que quand on arrive un petit peu en fait, on fait de la sociologie et psychologie avec le groupe, hein, faut pas se cacher, mais quand on commence à connaître un petit peu les personnalités en face, on va pouvoir les faire intervenir à certains moments pour nous légitimer nous aussi et nous appuyer. Parce que c'est d'autant plus facile d'entendre des choses qui viennent de ses pairs plutôt que d'un formateur ou d'une formatrice extérieure. Oui, et puis Merci. pour accrocher, c'est vrai qu'il faut pas, enfin juste, excuse-moi Aristide, Ouais. moi ce que je me suis rendu compte, c'est que la même phrase n'a pas du tout le même impact chez les gens, et qu'en fait, faut essayer de varier. Enfin, moi je me souviens d'un agriculteur, enfin un gars en polyculture qui était un peu réticent à tout ce que je racontais, en disant, vaut mieux que ce soit les autres, oui, non, changement climatique. Et quand, enfin moi je suis basée à Toulouse, et quand je lui ai dit Toulouse, dans 20 ans, c'est les villes du nord du Maroc. Ça l'a scotché en fait. Et là, à partir de là, je l'ai capté. Alors que ça faisait 1 heure qu'on faisait de la fresque du climat et il n'avait pas. Enfin voilà, ça. Voilà. Je savais déjà, ça lui passait un peu loin. Et finalement, il faut vraiment ne pas hésiter à redire, mais de façon différente, parce que j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas les mêmes choses qui vont marquer les mêmes personnes. Et voilà, pour moi, l'apprentissage va aussi là-dedans, c'est la répétition, mais pas toujours la même phrase, mais essayer de reformuler et diversifier pour dire la même chose. Merci Anne-Gall et Mathilde. Alexis, est-ce que tu veux rebondir peut-être sur Oui, 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 j'avais structure envie sur ce qui se passe en groupe. Effectivement, tout le monde ne réagit pas de la même façon quand on est dans un groupe. J'aime bien l'idée de regarder aussi les comportements autrement. On dit des fois, par exemple, on cite comme personnage difficile dans un groupe, il y a le déviant, l'opposant, le marginal. Bah, le déviant, en fait, il est déviant, c'est-à-dire qu'il interroge l'objectif, il dévie un petit peu par rapport au sens qu'on a voulu donner aux choses. Donc il amène un autre regard, et des fois il élargit, ou des fois il propose une autre perspective. L'opposant, lui, ça va être plutôt la méthode qui va discuter. Il va s'opposer parce que peut-être qu'on l'a pas assez interrogé en amont, ou peut-être on le fait pas assez participer. Il va s'opposer parce que il va faire résistance. Il dit, attendez, on veut m'emmener à un endroit, mais moi, on m'a pas dit s'il te plaît, ou on n'est pas venu me voir avant, on m'a pas préparé. Donc, je bloque par rapport à la méthode. Et c'est intéressant de regarder ça avec ce regard-là. Et puis, il y a les marginaux aussi. Alors, eux, ils interrogent les limites. C'est où sont placées les frontières, jusqu'où on va, comment on reste dans le moule ou dans le giron d'une certaine idéologie, une certaine politique, ou est-ce qu'on se marginalise à pousser les indicateurs un peu plus loin, à faire autrement, à être ailleurs? Et quand on les regarde comme ça, bah, du coup, c'est intéressant. Ils sont peut-être un peu moins fouteurs de merde, comme on dit, mais voilà, ils peuvent nous amener aussi des indications sur bah, la différence qu'il y a dans le groupe, qui peut être une contrainte, mais qui peut être aussi une richesse, parce que ça amène d'autres regards, d'autres pratiques, d'autres façons de voir les choses. Ah oui, toi, tu irais jusque-là, ou ah oui, toi, tu aimerais que plutôt qu'on s'y prenne de cette manière-là, ou ah oui, toi, tu voudrais peut-être intégrer aussi cet objectif, où tu proposes un autre objectif. Alors, bah, peut-être que c'est pas le lieu ici, peut-être qu'il faut que tu ailles dans un autre groupe, ou changer la manière de faire. Mais voilà, c'est à regarder ça aussi, parce que là encore, tous ces personnages-là, ils manifestent en fait leur résistance, c'est des protecteurs. Ils protègent quelque chose de leur intégrité, de leurs besoins, à pas être menés n'importe où, à pas être malmenés, à pas se retrouver isolés. Voilà, on sait que là, une des grosses résistances, c'est aussi la peur du jugement, voilà, que vont dire les voisins, que vont dire mes associés, que va dire mon père, voilà. Et on ne veut pas se retrouver ostracisé, enfin rejeté du groupe, abandonné, humilié. Enfin, voilà, toutes ces peurs-là, elles sont présentes. Et on peut être attentif à ça et avoir un regard bienveillant par rapport à ces dimensions. Voilà. Merci. Une autre question peut-être pour toi, Alexis. Euh, quand on est animateur, conseiller, accompagnateur, etc., comment on fait pour travailler sa posture, pour justement arriver à
à cerner ces personnages, à travailler avec eux, à avancer sur ce chemin-là? Alors, bah, c'est une vraie difficulté. La question de la posture. Alors, elle se travaille en formation. Quand on fait des formations de formateurs, quand on fait des formations de coach, quand on fait des formations de conseillers, on travaille la posture. Et je cite trois métiers, par exemple, qui sont trois postures différentes, qui se rejoignent et on n'est pas ou l'un ou l'autre et la frontière, elle n'est pas imperméable. On navigue des fois de l'un à l'autre, on fait des incartades. Voilà, c'est comme les frontières dans l'Europe, hein, on peut les franchir facilement, mais il y a quand même bien des frontières. Euh, la, la, enfin, la question de la posture, c'est un truc qui se travaille tout le temps, qui se travaille. Donc, on peut l'apprendre en formation, mais on peut la retravailler après dans des groupes d'analyse de la pratique, en supervision, en coaching. Mais et aussi à chaque fois qu'on est devant un groupe, à chaque fois qu'on est devant un agriculteur, il y a toujours à faire l'effort, et c'est un effort de, de faire gaffe à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, pour rester dans la bonne posture. Alors, c'est quoi la bonne posture? C'est d'être centré sur l'autre, d'être bienveillant, de le laisser parler, d'être accueillant par rapport à toutes ces résistances, ces peurs, ces protecteurs, ces différents besoins. Et puis faire gaffe à pas projeter sur lui notre propre besoin ou notre propre manière de faire. Si moi j'aime bien regarder les choses de manière théorique et conceptuelle, peut-être que lui, c'est pas du tout son truc, la théorie et le concept. Lui, il veut du concret, du pratique. Donc, est-ce que je sais m'adapter? Est-ce que je sais faire une proposition qui aille jusqu'à ses pratiques à lui et qui ne cherche pas à lui imposer les miennes dans le chemin, dans la manière de dire, de faire? Euh, Être à l'écoute, ça demande à se taire déjà, tout simplement, mais à faire taire aussi son petit vélo dans la tête et ses pensées pour rester complètement focalisé à lui et pas de ramener à soi, pas de comparer avec d'autres, etc. C'est des fois juste aussi être présent, savoir être présent, la présence physique. Je suis là, je suis assis à côté. J'ai pas forcément besoin des fois de dire, de faire, de machin. On le sait, les conseillers qui sont sur le terrain, ils savent des fois l'impact, le bénéfice qu'il y a à passer un petit coup de fil ou à faire une petite visite. Alors on a moins le temps hein, maintenant de faire ça, c'est clair, mais aller voir la personne pour dire, alors je suis passé vous voir, voilà, je suis là, je suis présent, et je veux voir, dites-moi où vous en êtes, dites-moi comment ça se passe. Dites-moi ce que vous, voilà, voilà, pour partager. Et ça, c'est vraiment super important. Bon, voilà, alors ça, c'est des trucs plus généraux, travailler la posture. Après, ben oui, il y a la possibilité de se former à trame. Voilà, on propose des formations boîte à outils, des formations sur des outils de diagnostic. On propose, voilà, comme d'autres, il y a aussi d'autres offres ailleurs, hein, bien sûr, mais voilà, c'est important de travailler sur ces grilles de lecture, effectivement, pour comprendre les choses. Alors, la technique, oui, le climat, tout ça, il faut avoir des biscuits et effectivement, on développe sa légitimité aussi de cette manière-là, comme l'ont dit Mathilde et Engel. Mais il y a aussi à développer ces outils de diagnostic sur l'aspect humain, voilà, comment fonctionne le collectif, comment fonctionne l'individu que j'ai en face de moi. Et puis construire sa boîte à outils pour animer les groupes, donc boîte à outils d'animateurs, de modération, sa boîte à outils de formateurs aussi parfois, et puis ces stratégies d'accompagnement. Voilà, pour trouver la bonne forme, pour pas lever plus de... C'est comme en communication non violente. Voilà, comment dire les choses, enfin, comment accompagner les choses avec des stratégies qui favorise le changement et pas qui renforce les résistances. C'est du même acabit. Voilà. Merci Alexis. J'aimerais poser la question à nos participants, qu'est-ce que ça vous évoque ces échanges et ces sujets qui sont abordés? Est-ce que vous avez des remarques, des questions à
à poser aux trois intervenants et intervenantes? Oui, Lucille, tu peux ouvrir Oui, ton micro. bonjour à tous. Déjà, Bonjour. merci beaucoup pour ce retour. Moi, Lucille Joannet, je fais partie de l'association de développement apicole en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, on travaille uniquement avec le public apiculteur professionnel. Et c'est vrai qu'en fait, l'adaptation au changement climatique, ils sont en plein dedans, tout comme tout le monde. Et donc là, on commence à se former. Pas uniquement sur ce sujet-là. Là, en l'occurrence, nous, c'était d'ailleurs c'était une formation avec Alexis sur l'objet accompagnement des apiculteurs en difficulté, parce que chez nous, en fait, changement climatique, c'est directement lié à une production quasi inexistante dans les pires des cas. Donc, du coup, ça remet en cause forcément leur stratégie de commercialisation. Et en termes d'adaptation, il y a un peu ce truc de dépendance par rapport à la ressource présente pour leur filière. Donc nous, on a tout intérêt en fait à travailler bien sûr avec tous les acteurs du monde agricole pour favoriser du coup les ressources disponibles. Il y a des recherches, il y a l'ADAORA, donc nos homologues Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont fait des recherches sur les mielés potentiels du futur. Donc voilà, on étudie aussi cette partie-là. Mais en effet, c'est toute une adaptation à avoir pour chacun des profils. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est aussi l'entrée technique qui est très attendue de la part de nos apiculteurs pour parler au même niveau, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question dans l'Assemblée? Et juste moi, je veux bien rebondir, s'il te plaît, Aristide. Oui. Quand on parle de technique, en fait, il faut pas non plus mettre la rate au courbouillon en disant je n'ai pas ma légitimité de technique parce que je ne suis pas expert du sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut aussi leur faire remarquer à eux et elles en face de vous, que on fait pas le même métier et que, en fait, les questions d'essai, d'innovation, de compétences réellement techniques au champ, ou moi, dans mon cas de gestion d'entreprise coopérative, en fait, c'est eux qui les ont. Et c'est aussi, encore une fois, là, c'est assez intéressant, je trouve, Lucille, votre exemple sur le côté des apiculteurs. En fait, on peut avoir lu toute la biblio qu'on veut, tant qu'on n'a pas eu les mains dans la ruche, il y a des choses qu'on ne comprendra pas et qu'on n'aura pas. Et c'est aussi ce côté-là de leur dire, mais en fait, c'est vous sur le terrain au jour le jour qui avez aussi certains leviers. Moi, je peux vous guider, mais c'est à vous de choisir votre chemin. Alexis, tu voulais rebondir? Je peux peut-être continuer sur le même chemin, justement. Euh, les, les, enfin, encore une fois, les solutions techniques, elles sont intéressantes. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment elles conviennent à la personne, qu'est-ce qu'il se dit, quel est le cheminement ou la réflexion intérieure qu'il a, qui lui fait valider ou pas telle ou telle solution technique. Voilà, travailler sur ses représentations, sur ses croyances, sur ses valeurs, sur son identité. Enfin, il y a tout un champ à explorer là, euh, euh, qui est complémentaire à la technique technico-apicole ou agricole. Euh, mais voilà, c'est ces deux dimensions différentes et qui se complètent. Alors, le, le-
par exemple, en coaching, on n'est jamais expert au même titre que la personne qu'on accompagne. On n'y connaît rien à son métier réel. Là où on peut prétendre avoir une petite longueur d'avance, c'est sur le processus de réflexion sur comment je valide mes décisions, comment je lève mes croyances limitantes, comment j'interroge la question pour me poser les bonnes questions. En fait, voilà, le coach, lui, il va être plutôt expert pour savoir c'est quoi les bonnes questions, mais il ne sait pas quelles sont les réponses. Les réponses, elles appartiennent au client. Alors, après, ça pose une autre question, et là, je voudrais ouvrir un petit peu sur encore une autre dimension, c'est quand on accompagne qui et qui on est quand on accompagne. Enfin, on est de quel côté? Et on est, parce que il y a des réalités aussi. Je discutais avec enfin, avec des conseillers qui travaillent pour des coop ou pour des grandes entreprises qui disaient, mais moi, on me demande de faire changer les agriculteurs dans un certain sens. Donc, mon boulot de conseiller, c'est de les amener à arrêter de faire d'une certaine manière et à avancer vers une autre pratique, qui sont celles que souhaite la coopérative, celles que souhaite le syndicat, le machin, le truc, peu importe l'origine. Et du coup, le conseiller il peut être porteur d'une vision et, et là, alors avec moult arguments et raisons scientifiques, techniques pour la justifier, certainement, mais c'est des fois un parti pris. Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que voilà, le conseiller doit être clair aussi avec son mandat, sa neutralité. Il est vraiment là au service de l'agriculteur pour que l'agriculteur aille là où bon lui semble, où c'est bon pour lui, dans le sens où c'est bon pour lui, où est-ce qu'on veut l'emmener, là où nous, on souhaite l'emmener, pour des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons commerciales, des raisons idéologiques. Voilà, le conseiller peut être aussi un peu militant. Si on est très bio soi-même, par exemple, pour prendre cet exemple-là un peu rapide, un peu facile, bah, on va vouloir que les autres le deviennent aussi, enfin, ou en tout cas, on va faire pencher la balance de ce côté-là. Et dans le travail sur la posture, il y a ça aussi à vérifier, c'est quelle est notre neutralité, quel est notre engagement, comment on clarifie notre contrat d'intervention pour que les solutions techniques que l'on propose euh, soient des propositions et pas des obligations, peut-être. Après, c'est une question d'éthique. Voilà, moi je dis ça, mais à Tram, on cherche à développer et on revendique une certaine neutralité idéologique par rapport au mode de culture, etc. Nous, on travaille sur l'humain et peu importe les modes de production. Voilà, mais je sais bien que dans d'autres cas, on peut être conseillé et avoir des postures plus orientées, et ça peut être tout à fait légitime. Simplement, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir de quel côté de la frontière on se situe. Merci. Est-ce que Angel ou Mathilde, ça vous donne envie de faire de réagir, de faire des remarques par rapport à ça ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y Angel. Non, non, c'était pour dire que c'était OK. Il y avait un Ouais. blanc. J'allais dire que c'était OK pour moi. Donc, Hélène, tu peux ouvrir ton micro si tu veux poser ta question. Bonjour. Une question de Florence Bedouin qui dit: j'observe que parfois un agriculteur a de nombreux accompagnants, veto, banque, vendeurs d'aliments, etc. Et que même si l'agri peut dire à un de ses conseillers je vais changer ça, il ou elle a du mal à le faire passer aux autres. Avez-vous de l'expérience là-dessus? Pratiquez-vous des groupes de conseillers? Euh,
Bon, j'aimerais bien faire des groupes de conseillers et effectivement, ce serait indispensable. Mais la difficulté, c'est comment on les rassemble et sous quelle bannière et comment on leur fait comprendre cette nécessité, effectivement, de se rejoindre et de se mettre au diapason. Alors, bon, on peut interroger aussi ça, hein. Parfois, le diapason, enfin, on peut avoir des fréquences différentes. On peut être sur des accompagnements qui ont des idées et il peut y avoir une certaine forme de divergence qui peut être tout à fait acceptable. Mais des fois, c'est vrai qu'on le remarque et ta question, Florence, elle va bien dans ce sens-là, que des fois, on voit des vraies incohérences. Il y en a un conseiller qui dit aller à droite pendant que l'autre lui dit d'aller à gauche. Et voilà, où l'agriculteur, lui, il a choisi son camp, mais du coup, il y a de la résistance aussi de la part des conseillers, parfois. Alors, c'est vrai que dans un monde idéal, chacun a une petite partie de la vérité. Moi, je me souviens que quand j'ai accompagné, enfin, c'était plutôt dans des grandes entreprises, mais voilà, les problématiques de risques psychosociaux, par exemple, tout le monde me disait, bah, moi, je peux bien, je peux agir. Le DRH me dit, moi, je peux agir, mais ça suffit pas. Le manager dit, bah, moi, je peux faire, mais je peux pas tout faire. L'assistante sociale disait autre chose, etc. Et effectivement, il y avait que quand on arrivait à mettre tout le monde autour de la table, qu'on obtenait des solutions vraiment satisfaisantes, parce que multiples, parce que avec des couleurs et des complémentarités. Donc effectivement, moi je crois que ce serait un champ, un champ sur lequel il faudrait qu'on travaille, c'est à essayer de proposer des groupes de conseillers, à essayer de proposer des réseaux, voilà, des sensibilisations pour qu'on arrive un peu plus à s'harmoniser autour des gens qu'on prétend accompagner, effectivement. Et pour répondre à ça, moi j'ai aussi En fait, ça appuie le fait que nous, Coopération agricole Grand Ouest, on ait décidé que notre module serait à destination des conseils d'administration, en se disant, en fait, c'est de là que va partir aussi l'innovation et le projet politique. Et en effet, si on monte, là je vais dans le concret, un GI2E pour la réduction des phytos, mais qu'à côté, on a encore des conseillers techniques qui vont axer un conseil de vente plutôt avec certaines molécules. En fait, c'est deux actions antinomiques. Et si l'animateur du GI2E, donc du groupe, qui essaye de lever des freins justement au changement de pratique et au changement d'utilisation des phytosanitaires, n'est pas, n'est pas légitimé et soutenu par le projet politique de sa coopérative, en fait, le travail, c'est comme un... enfin, ça ne va pas du tout avoir de résonance. Or, si le côté conseil d'administration accompagné de cette direction, a pris en compte l'importance de cette globalisation et de cette vision systémique du projet, là, tous les conseillers vont pouvoir rentrer en ordre de marche. Bien sûr, on n'est pas non plus dans le modèle idéal en disant l'agriculteur à la fin ne va avoir qu'un conseiller, c'est pas ça. Mais si au moins au sein de la COP, on arrive à se mettre d'accord, ça réduit l'ensemble des intervenants. Mais il y aura toujours la banque à côté, en effet, le veto dans le cas, peut-être un conseiller chambre aussi, et où là, il n'y aura pas forcément le même discours. Mais nous, c'était notre côté. En fait, plus on va haut dans la hiérarchie et dans le système de gouvernance, plus on va réussir à englober tout le monde et faire tout le monde avancer. Je partage une remarque d'Hélène Gaucher qui reprend un peu ce que tu disais, Alexis, juste avant. Il y a de la résistance au changement des agriculteurs et la résistance au changement des conseillers sur la nouvelle posture à adopter, passer du très technique à un accompagnement plus global et humain. C'est vrai qu'il y a la même résistance, hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas résistant aussi, nous, les conseillers, parce qu'on préserve aussi certains équilibres, alors de manière juste ou moins, ça dépend. Mais oui, euh, alors, je pense qu'il y a des fois, c'est aussi rappeler que on est toujours un humain face à un autre humain. Donc la dimension humaine, elle est indissociable de cet accompagnement. Et donc on peut difficilement l'occulter. Alors, euh,
mon propos, c'est pas, j'assiste sur le côté psy un peu des trucs, parce que c'était un peu la couleur, enfin, la complémentarité que je voulais donner ce matin. Mais il ne s'agit pas de nous transformer tous en psy ou même en coach ou même, enfin, mais il y a à savoir que cette dimension-là, elle existe et que on peut la prendre en compte sans développer des stratégies incroyables ou des savoir-faire que seuls les psys posséderaient ou les assistantes sociales ou je ne sais pas qui, mais simplement en ayant conscience de ce qu'on fait et en ayant en se formant un minimum. Voilà, je pense qu'il faut un peu faire des formations de conseillers pour apprendre un peu cette posture d'écoute. Donc ça se travaille, c'est un peu une responsabilité qu'on a de bien faire son boulot, y compris dans ces dimensions-là, de faire un service minimum d'accueil, de bienveillance, de neutralité, de non-jugement et d'écoute. Voilà, une écoute relationnelle et pas seulement une écoute intéressée, une écoute compatissante et pas seulement une écoute analytique. Voilà, et ça procède un peu de l'évolution du monde aujourd'hui, hein. Je pense que le monde ne serait pas ce qu'il est si on était plus à cette écoute, si on avait plus cette attitude, ce positionnement. Je, je veux pas être, enfin, j'allais dire, ce positionnement plus féminin que masculin, c'est-à-dire plus reliant, plus harmonisant, et avoir avec cette intelligence du cœur qu'un un positionnement plus clivé, plus analytique, plus il y a des solutions, enfin, tout passe par la technique et c'est la technique qui va sauver le monde. Voilà, le progrès technique, voilà, c'est très bien, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme dit la formule. Donc il y a besoin de veiller à ce qu'on ait la bonne posture pour effectivement se relier d'une manière euh, juste et humaine, et pas seulement économique. Merci Alexis. Euh, il nous reste une dernière petite minute s'il y a une remarque avant de clore le sujet. Remarque d'Elsa, c'est pas du tout d'un côté, tout d'un côté ou de l'autre. Il peut y avoir les deux, un bon animateur technicien qui sait mettre sa casquette technique quand il y a besoin et qui sait mettre sa casquette animateur quand il y a besoin. Ben, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Merci à vous trois d'avoir participé, de nous avoir partagé vos témoignages et votre expérience. Et puis, rendez-vous dans un prochain webinaire.